Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission 1, 2, 3 Santé, l'émission qui vous veut du bien. Un enfant sur 1000 naît sourd, un handicap qu'il n'est pas toujours facile de repérer. Le dépistage dès la maternité a été systématisé il y a quelques années, mais des déficiences peuvent survenir plus tard. Quels sont les signes qui doivent alerter l'entourage? Une fois le diagnostic établi, quelle est la prise en charge? La surdité de l'enfant, c'est la thématique de l'émission d'aujourd'hui. Et pour vous donner toutes les clés, toutes les informations, à mes côtés sur ce plateau, on ne le présente plus, le docteur José Parianin. Bonjour docteur. Bonjour Jennifer. Et également le docteur Di Ruggiero. Régine, vous êtes ORL. Bonjour, merci. Alors pour entrer dans le vif du sujet, quelle est la fréquence de ces surdités de nos enfants dans le département? Je pense que nous sommes à la même fréquence que dans l'Hexagone, avec à peu près 3 enfants sourds, tous niveaux confondus, pour 1000 naissances, et un enfant sourd profond à sévère par année. Est-ce que cette fréquence a changé depuis le dépistage systématique qui a été institutionnalisé en 2013 ? Alors la fréquence n'a peut-être pas changé, on arrive peut-être à préciser un petit peu plus au fur et à mesure du temps, mais c'est surtout la précocité de diagnostic que le dépistage nous amène et qui est vraiment très précieux. Alors on va parler d'oreille. Expliquez-nous sur ce schéma ce que c'est et qui est important dans l'oreille pour qu'on puisse bien entendre. Donc l'oreille est un organe d'essence assez compliqué qui va commencer à partir de la partie externe, donc du pavillon, qui va recueillir le son en entonnoir jusqu'à l'oreille moyenne, avec le tympan, les 3 osselets et l'organe de Corti et la cochlée, et ensuite qui va envoyer des nerfs jusqu'au centre auditif au niveau cérébral. Alors, on dit qu'il y a plusieurs types de surdité, de perception, par exemple. Comment ça se passe? Donc, effectivement, il y a plusieurs types de surdité. Il va y avoir des surdités de transmission et des surdités de perception, aussi des surdités mixtes, mais là, on va plutôt s'attarder sur les surdités de perception et transmission. Donc, la transmission, c'est lorsqu'il y a un obstacle au niveau soit de l'oreille externe, donc par exemple un bouchon. L'oreille sale. Voilà, un bouchon, une oreille sale, une otite avec du liquide dans l'oreille moyenne, et les surdités de perception qui vont avoir soit l'atteinte de la cochlée et de l'organe des sens, ou des nerfs et des centres nerveux. Et ceux-là sont beaucoup plus importants et difficiles à prendre en charge. Ceux-là sont effectivement un petit peu plus difficiles à prendre en charge, puisque un bouchon est simple à enlever en consultation par exemple. On va vous laisser vous rasseoir. Merci beaucoup pour ces éclairages. Alors, quels sont les signes, au-delà évidemment du dépistage dont on parlait à la naissance, mais qui peuvent alerter ensuite dans les premiers mois, les premières années de l'enfant? Donc, les signes peuvent être assez subtils, notamment pour des surdités qui vont être moyennes. Donc un enfant qui va avoir un retard de langage, qui va moins bien réagir aux sons environnants, peut avoir un problème auditif, et c'est vrai que les parents peuvent faire des repérages et nous aident beaucoup, et aussi des professionnels scolaires, des professionnels de ville plus spécialisés vont nous permettre de nous adresser ces enfants et qu'on puisse faire un diagnostic le plus précocement possible. Donc on invite toujours à faire un bilan auditif aux enfants au moindre doute. Donc repérage à des moments clés de la vie de l'enfant, oui, les grandes visites par exemple, mais tout ça dans un but de prise en charge le plus précocement possible. Oui, tout à fait, puisque une fois qu'on a fait un repérage, après il y a une phase de diagnostic qui chez l'enfant est plus ou moins longue, parce que plus l'enfant est plus petit et plus il est difficile à tester. Donc il faut vraiment, dès qu'on a un doute, nous amener, même les nourrissons, qu'on puisse faire des dépistages auditifs et ensuite prendre en charge et accompagner la famille dès que possible. Et alors, le dépistage systématique, vous en parliez tout à l'heure, je vous propose qu'on regarde quelques images de ce reportage et on en parle juste après. En Guadeloupe, le dépistage de la surdité à la naissance est systématique depuis 2013. À la maternité du CHU de Pointe-à-Pitre, le docteur Emmanuel Nallet nous explique en quoi consiste ce dépistage. Alors, le dépistage néonatal des problèmes auditifs des nouveau-nés se fait à la naissance.
dans toutes les maternités et en Guadeloupe depuis avril 2013. C'est généralisé dans les 5 maternités de l'île, y compris Saint-Martin, avec un dépistage qui se fait le plus précoce possible pour que ce soit tous les bébés qui sont dépistés à la naissance entre le premier jour de vie et le 3e jour, c'est-à-dire avant la sortie de maternité. Ce dépistage est universel. Il est fait avec une petite machine qui permet de repérer des bébés qui seraient à risque d'avoir un trouble de l'audition. Ce n'est pas un dépistage, on ne dépiste pas directement une maladie de l'oreille, on dépiste si certains bébés ont un risque d'avoir un trouble d'audition. Et pour ça, on utilise ce qu'on appelle un potentiel évoqué auditif automatisé, qui est une petite machine assez simple qui, sans être agressive, récupère l'activité du cerveau quand on envoie des petits sons dans les oreilles. Donc c'est très simple, c'est anodin, ça fait pas mal, c'est pas agressif pour l'enfant, ça prend entre 2 et 10 minutes, ça dépend un peu de l'habitude des uns et des autres, et ça se fait en maternité, donc par le personnel de la maternité, soit des puéricultrices, auxiliaires de puéricultrices ou des sages-femmes. La fiabilité de ce dépistage, en fait, on ne fait que repérer certains enfants. Ensuite, ils vont être confirmés pour savoir si oui ou non on aboutit à réellement un déficit auditif, parfois simplement unilatéral, parfois des deux côtés. Il faut rassurer les mamans, les papas à la naissance. C'est juste un test de repérage. C'est un petit peu comme un test de dépistage qui est fait déjà naturellement comme le Guthrie, qui permet de repérer certaines pathologies. Et quand c'est repéré, on va confirmer par un diagnostic. Donc c'est très fiable, ça permet de jamais rater une surdité, ça c'est quasiment certain. Et par contre, ça dépiste des choses qui sont parfois tout à fait anodines. Un bébé qui a juste un petit peu de liquide dans l'oreille, il va être repéré comme ayant peut-être quelque chose, alors qu'en fait, il n'y a rien du tout. Et tout ça sera confirmé par la suite, puisqu'il y a un contrôle systématique. Une fois que ça a été repéré à la naissance, si jamais le test est positif, c'est-à-dire qu'il y a un repérage qui est fait, à ce moment-là, il y a un contrôle qui est fait 3 semaines après, entre 3 semaines et 1 mois, pour essayer de le faire le plus vite possible, pour rassurer le plus vite possible les parents, qui décident si ensuite on fait un diagnostic plus complet. Alors, en ce qui concerne le test de l'audition, on va d'abord expliquer aux parents assez succinctement qu'est-ce que le test de l'audition et les possibilités en fait de résultats, parce que c'est pas toujours, ça ne fonctionne pas toujours au premier coup. Et il faut bien sûr leur dire très tôt, parce qu'ils peuvent être très stressés en fait lors de l'annonce du résultat quand ça ne marche pas tout de suite. Donc en général, ils sont très compliants. C'est rare les parents qui refusent le test. Lors du développement de l'enfant, un test d'audiométrie peut être nécessaire. Le docteur Di Ruggiero nous explique quand et pourquoi. Donc on fait les tests d'audiométrie souvent parce qu'on a une suspicion chez les enfants, on a l'impression qu'il y a un problème d'audition. Donc en fonction de l'âge, en fait, les parents peuvent se poser la question, ou les professionnels, parce que par exemple, il ne va pas y avoir de développement de langage, ou il peut avoir un retard de langage, ou même des fois des troubles de prononciation. Donc ça, c'est pour les enfants les plus petits. Et après, les enfants un petit peu plus grands, ils peuvent faire répéter ou ne pas répondre quand on les appelle dans certaines situations, ou avoir des difficultés scolaires. Donc c'est toutes ces petites situations qui peuvent faire évoquer des problèmes auditifs. Et c'est vrai que quand il y a un doute sur un problème auditif, il ne faut pas hésiter à faire tester l'audition, même si elle s'avère être normale. Et les enfants, à partir de 3-4 ans, ils vont avoir des réponses qui vont être beaucoup plus faciles à avoir. Et donc on va rentrer dans une espèce de conditionnement où on va, à chaque fois qu'il va y avoir un son, ils vont donner un jeu ou donner une réponse. Et donc du coup, ça va permettre aux différentes intensités qu'on va tester, soit des fréquences graves ou aiguës, qu'on puisse avoir leur niveau d'audition. Donc voilà, donc les enfants, à partir de 3-4 ans, vont pouvoir être testés comme ça. Quand ils sont plus petits, on s'adapte à leur réaction au son, donc soit par l'arrêt du jeu ou le fait qu'ils puissent tourner la tête, et on essaye de renforcer en fait leur réponse, et ce qui nous permet au fur et à mesure des tests d'affiner les réponses par rapport à l'audition. Donc souvent, plusieurs tests sont nécessaires pour pouvoir trouver les seuils d'audition exacts des enfants.
ce dépistage systématique va permettre une prise en charge précoce et puis ensuite on va poursuivre l'accompagnement. Et d'ailleurs, nous a rejoint sur ce plateau Monsieur Pierre-Philippe. Vous êtes référent scolarisation de la MDPH. Merci de nous honorer de votre présence. Merci, bonjour. Bonjour. Alors, après cette prise en charge précoce qui va se faire parallèlement à la poursuite des explorations, on va pouvoir stimuler le développement de l'enfant ? Oui, tout à fait. Dès qu'on aura fait le diagnostic, on va pouvoir mettre en place des mesures de prise en charge pour les enfants qui vont être à la fois sociales, scolaires s'il y a besoin, et un accompagnement de la famille suite au diagnostic de ce problème auditif. Nous avons parlé de surdité, mais le retentissement sur le langage est aussi important. Oui, tout à fait, mais il va varier en fonction déjà du type de surdité, mais aussi du délai d'apparition. C'est-à-dire qu'un enfant qui aura une surdité qui va apparaître après le développement de langage aura moins de conséquences qu'un enfant qui va avoir une surdité qui est apparue depuis la naissance. Depuis la naissance, il va falloir mettre en place une prise en charge assez importante pour qu'il puisse développer correctement un langage oral. Alors il faut lui permettre d'acquérir d'autres modes de communication. Ça va dépendre du choix effectivement des familles. Donc dans le service, on met à disposition des informations pour qu'ils puissent faire le choix du type de communication. Évidemment, un enfant qui a une surdité moyenne ne va pas avoir de problème de choix, puisque la communication orale va être de fait la communication qu'il va avoir. Mais un enfant qui a une surdité profonde à sévère on va se poser la question de savoir s'il va avoir un langage oral ou un langage visio-gestuel, donc par la langue des signes française. Et les parents vont faire un choix à ce niveau. Mais il y a des parents pour lesquels ce choix est difficile. Je pense que beaucoup de parents ont des difficultés à choisir. La plupart des parents sont entendants, des enfants qui ont des troubles auditifs. Peut-être que des parents qui ont une surdité vont avoir un passé plus important, une réflexion plus longue sur le choix du type de communication qu'ils vont donner à leur enfant, alors qu'un parent entendant découvre ce nouveau monde, entre guillemets, qui est différent du nôtre. Alors les enfants qui se retrouvent dans cette situation sont également accompagnés par le centre d'accueil médico-social précoce. Jusqu'à quel âge ils sont accompagnés par ce centre ? Ils sont accueillis de 0 à 6 ans. Et en quoi ça va consister justement cet accompagnement ? Donc c'est un accompagnement qui est multidisciplinaire, donc ils vont avoir des prises en charge médicales, donc avec des pédiatres, des ORL, des fois des pédopsychiatres, et paramédicales, donc avec de l'orthophonie, de la psychomotricité. Et ils adaptent aux enfants, et il y a aussi des accompagnements éducatifs, sociaux. Effectivement, chaque enfant va avoir un programme, on va dire, de prise en charge adapté pour qu'il soit le mieux accompagné possible. Alors si on a choisi le langage des signes, est-ce que les parents, la fratrie aussi, sont accompagnés dans cet apprentissage ? Oui, tout à fait, puisque de toute façon, quel que soit le mode de communication qu'ils choisiront, il faudra qu'ils puissent interagir avec sa famille, sa fratrie, et donc du coup, l'apprentissage de la langue des signes, si c'est le choix familial, est évident. Alors, dans la prise en charge globale, la dimension sociale n'est pas oubliée. Il y a des aides spécifiques et c'est là où vous intervenez, Monsieur Pierre. C'est votre domaine. Quels sont les accompagnements permanents ? Alors, les accompagnements sont permanents si on le veut parce que la priorité, c'est d'accompagner la personne handicapée au quotidien. Et les aides proposées par la MDPH lorsque l'enfant est éligible à ce type d'aide sont d'abord étudiées en équipe pluridisciplinaire où on évalue le besoin de l'enfant et on propose un PPC, un plan personnalisé de compensation aux parents. Et la MDPH, c'est un organisme qui ouvre des droits, non seulement sur le plan social, mais aussi sur le plan scolaire. C'est-à-dire que, pour débuter, il y a l'allocation d'éducation à l'enfant handicapé, qui peut être, comment dirais-je, suivi d'un complément qui finance les aides, surtout en libéral, qui ne sont pas remboursées par la sécurité sociale. Il y a aussi l'accompagnement sur le plan scolaire, l'AESH, l'accompagnant
d'élèves en situation de handicap dans la classe lorsque l'enfant est scolarisé dans le milieu ordinaire. Il y a aussi le matériel pédagogique adapté que l'on peut notifier. Hein. La MDPH notifie des décisions hein, d'orientation et de matériel et d'accompagnement. Ensuite, il y a aussi, lorsque l'enfant est encore éligible à la prestation de compensation du handicap, qui permet de financer les aides humaines, les aides techniques, l'aménagement du logement, l'aménagement du véhicule, les besoins spécifiques ou exceptionnels et aussi les aides alimentaires. Et ensuite, on peut aussi bénéficier du fonds de compensation, qui est un fonds de compensation départemental. D'accord, donc un large choix finalement, mais encore faut-il le connaître. Alors quand les personnes font la démarche de venir vous voir, comment se déroule un petit peu cet aiguillage? Eh bien, il y a déjà l'accueil, il y a le pôle accueil de la MDPH qui accueille les parents. Disons que c'est l'une des missions premières de la MDPH, c'est d'accueillir, d'informer, d'écouter et aussi d'orienter. À partir du moment où la demande est prise en compte à la MDPH, il y a comment vous dirais-je, il y a le début d'une procédure et le dossier est étudié en équipe pluridisciplinaire qui est composée d'un médecin, d'une psychologue, d'une assistante sociale, d'un enseignant référent de secteur et voilà. Alors, il existe aussi des structures spécialisées pour ces enfants. Je vous propose qu'on regarde un reportage au centre EFETA de Capesterre-Belle-Eau et on en parle juste après. Bravo. Do, bien. Mi, bravo. Bravo. Avec les enfants, nous faisons de la musique. Donc c'est un atelier qui existe depuis plusieurs années. Et à travers la musique, on aide les enfants à structurer le langage. Donc, par exemple, aujourd'hui, nous avons fait de la lecture de notes. Donc, les syllabes sont courtes, d'accord? Donc, il n'y en a qu'une. Et ça permet aux élèves de prendre leur respiration, de structurer le do, le ré, le mi, des syllabes très simples. Donc, on a commencé par 3 notes. Donc là, il y a la reconnaissance et de la lecture. Ces mêmes notes, on les a utilisées avec les tubes. Et les enfants sont obligés d'être concentrés et sur la lecture et sur ce qu'ils produisent. Et comment le faire? Donc c'est un travail également de concentration, de synchronisation. D'accord? Il faut pouvoir lire et jouer en même temps, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Voilà. Et en dernier lieu, ces mêmes notes, on les a chantées. Do, ré. Plus fort. Bien. Donc le chant développe les vibrations, structure les vibrations et aide les enfants à mieux produire au niveau du son. Donc vous avez vu que les mains sont posées sur les amplis et c'est à travers les mains que je travaille. Au niveau des vibrations, ils ressentent et ils reproduisent en fonction de ce qu'ils perçoivent. Donc comme c'est leur deuxième année, pardon, c'est progressivement, plus ils vont grandir, mieux les vibrations vont s'intensifier, la perception en tout cas des vibrations va s'intensifier et mieux ils percevront. En tout cas, c'est ce que j'espère. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Comment on écrit? Bravo! Alors, le titre. Chat. Vous avez compris? C'est quoi? Mon petit chat. Petit chat. Mon. Aujourd'hui, on a travaillé une poésie et en règle générale, d'abord on passe le code oral avec, au moyen de l'oral, de la langue orale, plus
accompagné du LPC. Donc vous m'avez vu coder sur le côté, c'est un code, ça s'appelle le langage parlé complété. Son but est d'éliminer un peu les sosilabiaux. Exemple, lorsque je ne mets pas de voix et que je dis ou je dis, ça ressemble à la même chose parce qu'on a la même configuration. Mais avec le LPC, donc la première phrase c'est bois ta mentalo et la deuxième phrase c'est mets ton pantalon. Donc ça n'a rien à voir, c'est totalement différent, mais avec le code, le sourd qui est en face de nous peut éventuellement, s'il est habitué au LPC, il peut faire la différence. Ensuite, une fois que la langue orale est passée, on fait un peu de bilinguisme avec mon collègue sourd qui lui passe la langue écrite en langue des signes. Puisque les enfants, leur moyen de communication premier, c'est la langue des signes. Donc il faut qu'ils se repèrent dans les deux, puisqu'on est quand même à l'école. Et ce qui est dominant, c'est la langue française. Donc ils passent après à la langue des signes. Alors, je précise que c'est une classe de CP. Nous travaillons la langue des signes, l'expression. Aussi, on travaille le visuel. Il y a beaucoup plus l'expression. On travaille beaucoup plus l'expression avec les enfants. Par exemple, si on choisit le thème de la poésie qu'on a vue tout à l'heure, en général, il y a le français signé, par exemple, j'ai un petit chat. Ça, c'est du français signé. On signe chaque mot, c'est ça le français signé. Comparativement à la LSF, on a j'ai un petit chat juste de signe et on a l'image qui représente pratiquement la phrase. Oui, c'est vrai que j'ai toujours aimé, mon plus grand rêve, c'était d'être formateur en langue des signes. De par ma formation, je transmets du vocabulaire en langue des signes à diverses populations. Parce que mon rêve, ça a toujours été de transmettre la langue des signes aux entendants, afin qu'ils soient beaucoup plus à l'aise au niveau de la communication avec le sourd, qu'ils servent de pont directement entre le sourd et l'entendant. Le pôle déficient auditif du centre EFETA est constitué de deux structures. Le CESDA, qui est un centre d'éducation spécialisé pour les déficients auditifs, et le CEFIS, qui est un service de soutien à l'éducation familiale et à l'intégration scolaire. On retrouve dans ces deux structures la prise en charge du déficient auditif de manière globale, puisque c'est une prise en charge qui est effectuée par une équipe pluridisciplinaire. Équipe pluridisciplinaire composée d'équipes paramédicales, médicales, et d'enseignants spécialisés pour les déficients auditifs, de psychologues, d'assistantes sociales. Alors, au niveau du CESDA, nous avons des unités d'enseignement qui assurent la scolarisation et la prise en charge de tout ce qui est soins des jeunes déficients auditifs qui sont notifiés à notre établissement par la MDPH. Au niveau du CEFIS, nous faisons un accompagnement en fonction des besoins, de manière à compléter l'enseignement qui est assuré par l'Éducation nationale, puisque ce sont des jeunes qui sont scolarisés en milieu ordinaire et qui sont accompagnés par notre structure pour les soins et aussi pour approfondir les apprentissages, puisqu'il y a toujours des difficultés au niveau des apprentissages liées aux difficultés de la langue. Donc nous commençons, c'est vrai, par quelquefois des prises en charge plus en petits groupes dans les unités d'enseignement, mais ce sont des jeunes qui sont amenés, après un parcours au collège, d'intégrer individuellement une classe dans un lycée, de préparer leur examen et après de poursuivre leurs études. Donc pour nous, l'objectif ce n'est pas de les garder dans la structure, mais plus de les préparer à s'intégrer dans la société. Alors on le voit, pour ces enfants, ce centre c'est un petit peu leur deuxième lieu de vie. Ils vont également suivre leur scolarité. Justement, en parlant de scolarisation, comment se passe cette scolarisation qui peut parfois ne pas se faire en milieu entre guillemets normal ?
Oui, on va dire en milieu ordinaire, mais c'est vrai que selon la dernière circulaire de rentrée de 2020, autant que cela peut se faire, on essaye de maintenir l'enfant handicapé dans le milieu ordinaire avec des dispositifs, l'AESH, l'accompagnant d'élèves en situation de handicap dans la classe, qui peut être individuel ou mutualisé, et le matériel pédagogique. Et sinon, lorsque cela n'est pas possible, il y a aussi l'EFETA qui prend la suite avec voilà, le CEFIS et les CESAD, services d'éducation et de soins spécialisés à domicile, et le CEFIS qui est un service de soutien à l'éducation familiale et à l'intégration scolaire. Alors, on l'a vu dans le reportage, ces enfants sont pris en charge, mais ils sont dans cette scolarité sans hébergement. Est-ce que tout est pris en charge par la MDPH, par exemple, aussi bien les frais de scolarité et de transport, par exemple, parce qu'ils doivent regagner leur domicile tous les jours? En ce qui concerne le financement, il y a juste l'allocation d'éducation d'enfants handicapés qui peut être complétée par un complément. Les compléments vont de la catégorie 1 à la catégorie 6. Et éventuellement, il peut y avoir des aides ponctuelles aussi pour le transport. Et éventuellement, lorsque l'enfant est éligible à un transport, on lui accorde le transport vers établissement scolaire. Alors, les relations avec le reste de la fratrie, quand on doit aller tous les jours dans un établissement particulier comme ça, comment ça se passe? Je pense que la famille est bousculée sur ce type de pathologie, on va dire, avec réadapter un petit peu la communication, comme on en parlait tout à l'heure, et la vie de la famille, parce qu'effectivement, il va y avoir des rendez-vous d'orthophonie, de psychomotricité, peut-être une prise en charge dans une structure particulière, et donc rythmer un peu les semaines de toute la famille. Donc l'accompagnement des professionnels se fait aussi à ce niveau, d'arriver à ce que dans cette difficulté, on puisse amener une normalité, une vie à ces enfants qui ont des déficits auditifs. Et quel progrès vous constatez, quelle évolution, vous qui côtoyez fréquemment ces jeunes enfants? Des progrès en Guadeloupe, je pense qu'on en fait de plus en plus. La prise en charge est difficile parce que pluridisciplinaire, on a des gens qui partent, qui viennent. Donc certaines fois, dans le suivi, on a quelques difficultés, mais tous les professionnels sont très très motivés pour la prise en charge des enfants sourds. Et on arrive à avoir une coordination importante, à la fois au niveau médical, paramédical, social, pour amener ces enfants à avoir une intégration scolaire et sociale. Les implants cochléaires, c'est pour demain? Eh bien, on espère que 2020 va nous amener la possibilité en Guadeloupe de poser des implants cochléaires, donc qui seront pas éligible à tout le monde, mais ça va être un élément de plus dans notre prise en charge de la surdité. Je suis désolée, moi je ne suis pas médecin. Est-ce que vous pourriez développer ces implants cochléaires pour nos téléspectateurs, pour qu'ils comprennent bien de quoi il s'agit? Donc l'implant cochléaire, en fait, c'est un appareil auditif qui va être surpuissant, mais qui va être vraiment avec des indications limitées. Il peut se poser chez l'adulte comme chez l'enfant. Et il va permettre, notamment quand on dépiste un enfant qui a une surdité complète à la naissance, d'abord de faire un essai d'appareillage classique, voir un peu son efficacité. Et si vraiment aucune efficacité, de poser un implant. L'implant est un appareil qui nécessite une intervention chirurgicale et qui va permettre de stimuler l'oreille directement au niveau nerveux et d'amener une stimulation très très importante et précoce là où l'appareil classique n'y arriverait pas. Alors, Monsieur Pierre, vous avez répété à plusieurs reprises que le vœu de tout le monde et du gouvernement, c'est d'amener tous les enfants dans une école, dans une scolarité normale. Est-ce que cette école inclusive n'est pas un vœu pieux, en fait? Elle existe. Et le but avoué, c'est de le faire que chaque fois que cela est possible. J'oubliais même un dispositif qui est mis en place pour favoriser aussi l'intégration, enfin l'inclusion des enfants sourds. C'est le pôle d'enseignement des jeunes sourds.
qui est là pour harmoniser, recenser tous les moyens nécessaires pour aider à l'accompagnement de l'enfant sourd. D'accord. Donc personnel, matériel, tout à disposition. À disposition. En permanence. Il y a encore un autre dispositif qui existe dans l'académie. Ce sont les maîtres itinérants qui sont spécialisés pour les déficients auditifs et qui interviennent dans la classe même de l'élève. Encore du chemin à faire, mais déjà un beau chemin parcouru. Donc, on souhaite de continuer cette belle évolution. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir accompagnés aujourd'hui, docteur et monsieur. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine émission. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous suivre toujours aussi nombreux. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle émission. D'ici là, prenez soin de vous. Messieurs et dames, bien bonjour. Quand on voit, ça qu'arrive que l'anti moun fait, qui n'est pas qu'à temps. C'est très important pour le développement à langage. Comprenez taille aussi. Avant, il était qu'à mettre plus de temps pour faire le diagnostic là. Mais docteur Dirudjiro Gouto expliquait que nous paie jeudi jour, depuis les timouna fête, nous paie savent et veut un test de dépistage automatique. Vous savez qu'il y a plusieurs habitants qui peuvent causer ça. Un docteur spécialiste sur RL peut trouver et voir s'il y a besoin d'opération ou bien d'appareil. Mais le problème là, c'est prise en charge là. Il faut créer ça en prise en charge précoce dans un centre spécial où il faut faire l'école pour ces petits là. Il faut apprendre à communiquer en d'autres gens, qu'on langage des signes, ça se connaît ça. Il faut prendre la famille en charge aussi pour y rentrer en système là aussi. Après, M. Pierre explique-nous toutes les aides qui sont possibles pour la famille là aussi. Pour accompagner yo, les yo voient cette timouna ni 6 ans, c'est dans un centre spécial qui a capacité que cette timouna peut parler. Merci pour écouter Azot, à dans d'autres peut-être dire.